En avril 2014, un fauteuil resta vide dans la salle du conseil de surveillance de PSA Peugeot Citroën, au siège de l'avenue de la Grande Armée à Paris. Ce fauteuil avait été occupé par un Peugeot pendant 204 ans. 7 générations, 2 guerres mondiales, 4 républiques. Maintenant, personne. Ce jour-là, le président du conseil démissionna. Il s'appelait Thierry Peugeot. Il avait 55 ans. 3 jours plus tard, son prédécesseur Jean-Pierre Peugeot démissionna aussi. Il avait 77 ans. Entre les deux hommes, un lien de sang, un nom commun et une haine irréparable. La famille Peugeot avait survécu à la Révolution française, aux révolutions industrielles, à la concurrence américaine et japonaise. Elle ne survécut pas à une guerre entre cousins. En 3 ans, de 2011 à 2014, l'entreprise perdit 5 milliards d'euros. L'action s'effondra de 90%. La famille passa de 38% des droits de vote à moins de 15%. Le contrôle disparut. Pour la première fois depuis 1810, aucun Peugeot ne décidait du destin de Peugeot. L'histoire officielle parle de crise économique, de parts de marché perdues, d'alliances stratégiques ratées. Les archives racontent autre chose. Elles racontent 2 hommes qui se battaient pour un titre. 2 cousins qui préférèrent le pouvoir à la survie. Une dynastie qui choisit l'orgueil plutôt que l'entreprise. Ce n'est pas une histoire sur l'industrie automobile. C'est une histoire sur ce qui arrive quand une famille confond son nom avec son héritage. Et si vous aimez ces plongées dans l'histoire des grandes dynasties françaises, abonnez-vous et rejoignez la communauté. Cela nous aide vraiment à continuer. Bien, commençons. Tout commence ici, à Sochaux, en Franche-Comté, où l'empire Peugeot règne depuis 1810. En 2006, PSA Peugeot Citroën était le 2e constructeur automobile européen. Le groupe employait 200 000 personnes. Il vendait 3,4 millions de véhicules par an. Son chiffre d'affaires atteignait 56,6 milliards d'euros. La famille Peugeot contrôlait 25% du capital, mais 38% des droits de vote grâce à un système d'actions à droit de vote double instauré en 1965. Ce système reposait sur un pacte familial strict. 80 descendants de Jean-Pierre Peugeot, le fondateur de la branche automobile en 1896, se partageaient les parts. Mais personne ne pouvait vendre sans l'accord des autres. Les actions restaient dans la famille. Le contrôle restait absolu. Sauf que personne dans la famille ne dirigeait réellement l'entreprise. Depuis 1972, les présidents exécutifs venaient de l'extérieur. Jacques Calvé, Jean-Martin Fols, puis Christian Streiff. La famille régnait, mais ne gouvernait plus. Elle siégeait au conseil de surveillance. Elle votait les grandes décisions. Elle touchait les dividendes. Mais elle ne gérait pas. À la tête du conseil de surveillance se tenait Jean-Pierre Peugeot. Il avait 69 ans en 2006. Arrière-arrière-petit-fils du fondateur. Ingénieur de formation, banquier de métier. Il avait passé 40 ans à protéger le contrôle familial. Pour lui, un Peugeot devait toujours présider le conseil. C'était une question de légitimité, pas de compétence. Son héritier désigné s'appelait Christian Peugeot, cousin germain, 58 ans, diplômé de HEC, vice-président du conseil depuis 1994. Christian détenait 1,2% des parts familiales. Il représentait la branche des Peugeot de Valentinier. Il attendait son tour depuis 12 ans. En apparence, tout était stable. L'entreprise gagnait de l'argent, la famille était unie, le pacte tenait. Mais Jean-Pierre Peugeot avait un autre plan. Il voulait nommer quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui lui devrait tout. Le 12 avril 2007, le conseil de surveillance de PSA se réunit au siège de l'avenue de la Grande Armée. Ordre du jour, élection du nouveau président. Jean-Pierre Peugeot annonçait son retrait. La succession était ouverte. Christian Peugeot pensait que c'était son jour. Il avait préparé un discours. Il avait prévenu ses alliés dans la famille. Il s'assit au premier rang, confiant. Jean-Pierre Peugeot prit la parole. Il proposa un autre nom, Thierry Peugeot. Cousin éloigné, 48 ans, banquier d'affaires chez Lazare. Thierry appartenait à une branche mineure de la famille. Il détenait 0,02% du capital familial. Il n'avait jamais travaillé dans l'automobile.
Il n'avait jamais siégé à un conseil d'administration. Selon les témoignages publiés dans Le Figaro, Christian Peugeot pâlit. Il demanda un vote à bulletin secret. Jean-Pierre refusa. Le vote eut lieu à main levée. Thierry Peugeot fut élu par 9 voix contre 3. Les 3 votes contre venaient de la branche de Christian. Christian quitta la salle sans serrer la main de Thierry. Il ne prononça aucun mot. Dans les couloirs, il dit à un proche « Jean-Pierre vient de commettre une erreur historique ». La phrase fut rapportée dans les Échos 2 jours plus tard. Pourquoi Jean-Pierre avait-il choisi Thierry plutôt que Christian ? Les archives montrent 3 raisons. Première raison, Thierry était plus jeune. Il pouvait rester en poste 15 ans. Deuxième raison, Thierry lui devait tout. Christian, lui, avait ses propres alliés. Troisième raison, Jean-Pierre voulait moderniser l'image de la famille. Thierry venait de la finance internationale. Christian représentait l'ancienne génération. Mais Jean-Pierre sous-estima une chose. Christian ne pardonnerait jamais cette humiliation publique. Et dans une structure familiale où chaque vote comptait, la rancœur d'un homme pouvait tout bloquer. En 2008, la crise financière mondiale frappa l'industrie automobile européenne. Les ventes de PSA chutèrent de 13% en un an. En 2009, le groupe enregistra une perte de 520 millions d'euros. C'était la première perte depuis 1986. Thierry Peugeot se retrouva à la tête d'un conseil de surveillance en pleine tempête. Il n'avait aucune expérience industrielle. Il convoqua réunion sur réunion. Il demanda des plans de restructuration. Il interrogea les dirigeants. Mais il ne décidait rien. Selon les comptes rendus publiés dans Challenge, Christian Peugeot le critiquait à chaque conseil. Un banquier ne comprend pas l'automobile. Entre 2010 et 2012, PSA perdit 11,5 points de part de marché en Europe. Le groupe passa de 16% à 12,8%. En Allemagne, les ventes s'effondrèrent de 28%. En Espagne, de 34%. Seule la France résistait, grâce aux aides publiques et aux commandes d'État. En 2012, PSA perdit 819 millions d'euros. Le cours de l'action tomba à 6,44 € contre 35 € en 2007. La capitalisation boursière fondit de 90%. Les agences de notation dégradèrent la dette. Les banques refusèrent de refinancer Banque PSA Finance, la filiale de crédit à la consommation. Thierry Peugeot comprit que l'entreprise ne survivrait pas seule. Il fallait un partenaire. Il fallait de l'argent frais. Il fallait une alliance. En décembre 2011, il contacta General Motors. Le groupe américain cherchait à revenir en Europe après la faillite d'Opel. Les négociations commencèrent en secret. Le 28 février 2012, Christian Peugeot publia une tribune dans les Échos. Il écrivit « PSA doit rester indépendant. Notre force est notre nom. Une alliance avec un concurrent diluerait notre identité. » Il ne mentionnait pas GM, mais tout le monde comprit. C'était la première fois qu'un Peugeot critiquait publiquement un autre Peugeot dans la presse. Jean-Pierre Peugeot appela Christian. Il lui ordonna de se taire. Christian refusa. La famille se divisa. Le 1er mars 2012, PSA annonça officiellement l'alliance avec General Motors. Les deux groupes créaient une coentreprise pour acheter en commun, développer des plateformes communes et partager des usines. GM investissait 320 millions d'euros et obtenait 7% du capital de PSA, plus un siège au conseil de surveillance. L'effet immédiat fut une dilution du contrôle familial. La famille Peugeot passa de 38% des droits de vote à 21%. Pour la première fois depuis 1965, elle perdait la minorité de blocage. Elle gardait un pouvoir d'influence, mais ne pouvait plus rien bloquer seule. Christian Peugeot apprit les détails de l'accord par la presse. Thierry ne l'avait pas consulté, Jean-Pierre non plus. Selon les témoignages recueillis par Le Monde, Christian reçut un appel d'un journaliste de Reuters lui demandant son avis sur l'accord. Il répondit « Quel accord ?» Le lendemain, Christian convoqua une réunion d'urgence avec les membres de sa branche familiale. 15 cousins se réunirent à Sochaux, dans une salle du musée Peugeot. Ils représentaient 43% des parts familiales. Christian leur dit « Thierry nous a trahis. Il a vendu notre héritage à GM sans nous demander notre avis. Il doit partir. » Une pétition interne circula. 15 signatures. 15 Peugeot qui exigeaient la démission de Thierry. La pétition ne fut jamais rendue publique, mais les Échos en publia des extraits le 18 juin 2012. Le président actuel a agi sans mandat familial.
Il a rompu le pacte de 1965, il doit quitter ses fonctions. Thierry Peugeot refusa de démissionner. Il convoqua une assemblée générale familiale. Il expliqua que l'alliance GM était la seule solution pour sauver l'entreprise. Il accusa Christian de nostalgie monarchique et de bloquer toute modernisation. La phrase fut citée dans l'Express. Jean-Pierre Peugeot soutint Thierry. Il dit aux rebelles « Si Thierry part, je pars aussi, et PSA s'effondrera sans nous ». La famille était piégée. L'alliance avec GM ne sauva rien. En 2013, PSA enregistra une perte record de 2,3 milliards d'euros. Le groupe supprima 11 200 postes. Il ferma l'usine d'Aulnay-sous-Bois, la première fermeture d'usine Peugeot en France depuis 1945. Les syndicats bloquèrent les sites pendant 3 mois. Le cours de l'action tomba à 5,78 € en juillet 2013. La capitalisation totale atteignait 2 milliards d'euros. C'était moins que la valeur du terrain de l'usine de Sochaux. Des fonds spéculatifs commencèrent à acheter des parts. Ils voulaient forcer une vente ou un démantèlement. Le gouvernement français s'alarma. PSA employait encore 100 000 personnes en France. Une faillite provoquerait une crise sociale. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, convoqua Thierry Peugeot et Philippe Varin, le président exécutif. Il leur dit « Trouvez un partenaire solide, où l'État interviendra ». En septembre 2013, des négociations secrètes commencèrent avec Dongfeng Motor, le deuxième constructeur chinois. Dongfeng cherchait à entrer en Europe. PSA avait besoin de 3 milliards d'euros pour refinancer banque PSA Finance. Un deal se dessina. Dongfeng investirait 800 millions, l'État français 800 millions aussi, et les deux prendraient chacun 14% du capital. Pour la famille Peugeot, c'était la fin. Avec Dongfeng et l'État à 14% chacun, et GM à 7%, les Peugeot tomberaient sous la barre des 15%. Ils perdraient le contrôle définitif. Christian Peugeot refusa. Il déclara dans une interview au Figaro en novembre 2013 « Ma famille a construit cette entreprise. Nous n'accepterons jamais d'être dilués sous les 15%. C'est une ligne rouge. » Thierry répondit dans Les Échos « Nous n'avons plus le choix, c'est Dongfeng ou la faillite. » Le 19 février 2014, PSA annonça officiellement l'entrée de Dongfeng et de l'État français au capital. Chacun obtenait 14%. La famille Peugeot tombait à 14,1%. Le pacte de 1965 était mort. Après 204 ans, les Peugeot devenaient minoritaires dans leur propre entreprise. L'annonce provoqua une crise familiale immédiate. Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni, cousine de 62 ans et représentante de la branche de Beaulieu, démissionna du conseil de surveillance le jour même. Elle publia une lettre ouverte dans Le Monde. « Mes ancêtres ont traversé 2 guerres mondiales sans perdre le contrôle. Thierry Peugeot l'a perdu en 3 ans. C'est une honte. » D'autres membres de la famille suivirent. Robert Peugeot, 71 ans, cousin de Jean-Pierre, vendit 22% de ses parts personnelles en mars 2014. Il déclara à l'Express « Je ne veux plus être associé à cette déroute. » En 2 semaines, 4 autres cousins vendirent des blocs d'actions. La cohésion familiale s'effondrait. Christian Peugeot, lui, resta au conseil. Mais il ne votait plus aucune résolution. Selon les procès-verbaux des conseils de mars et avril 2014, publiés par Challenge, Christian s'abstenait systématiquement. À chaque vote, il disait « Je m'abstiens pour marquer mon désaccord avec la gestion actuelle. » Il ne nommait jamais Thierry, mais tout le monde comprenait. Les tensions explosèrent lors du conseil du 15 avril 2014. L'ordre du jour prévoyait d'approuver un plan de restructuration qui supprimait 4000 postes supplémentaires en Europe. Christian demanda la parole. Il dit « Ce plan détruit ce que ma famille a construit. Je vote contre. » Thierry répondit « Tu votes contre, mais tu n'as aucune solution. Tu es un obstacle. » Christian se leva et quitta la salle. Ce fut la dernière fois que les 2 hommes se trouvèrent dans la même pièce. Le lendemain, Jean-Pierre Peugeot appela Christian. Il tenta une médiation. Christian lui dit « C'est toi qui as mis Thierry à ce poste. C'est toi qui portes la responsabilité de l'effondrement. Tu dois partir avec lui. » Jean-Pierre raccrocha. Selon le Figaro, les 2 hommes ne se reparlèrent jamais.
Le 22 avril 2014, Thierry Peugeot démissionna de la présidence du conseil de surveillance. Il invoqua des « raisons personnelles ». Aucune conférence de presse, aucune explication, juste un communiqué de 3 lignes. 3 jours plus tard, Jean-Pierre Peugeot démissionna aussi. Il avait 77 ans. Il écrivit dans sa lettre de démission « J'ai consacré ma vie à cette entreprise. Je pars avec la certitude d'avoir tout fait pour la sauver. » La lettre fut publiée par Les Échos. Christian Peugeot, lui, resta au conseil encore 6 mois. Puis, il démissionna en octobre 2014. Il ne donna aucune interview, il vendit 18% de ses parts personnelles en silence, il disparut de la vie publique. En mai 2014, pour la première fois depuis 1810, aucun Peugeot ne présidait le conseil de surveillance de PSA. Louis Gallois, ancien patron de ADS, fut nommé à ce poste. Il n'avait aucun lien avec la famille. Il avait été choisi par l'État français et Dongfeng. Le conseil de surveillance comptait désormais 18 membres. 2 représentaient la famille Peugeot, 2 représentaient Dongfeng, 2 représentaient l'État français, 2 représentaient GM. Les 10 autres étaient des administrateurs indépendants. La famille était devenue une minorité parmi d'autres. Les chiffres de la dilution étaient brutaux. En 2006, les Peugeot contrôlaient 38% des droits de vote. En 2014, ils en contrôlaient 14,1%. Leur pouvoir avait fondu de 63%. Ils gardaient un siège au comité stratégique, mais ne pouvaient plus bloquer aucune décision majeure. Sur le plan financier, la famille restait riche. Les 14,1% de PSA valaient encore 800 millions d'euros en 2014. Mais les dividendes avaient été suspendus depuis 2012. Et surtout, la famille avait perdu ce qui comptait le plus pour elle, le contrôle. 200 ans d'héritage s'étaient évaporés en 3 ans. À Sochaux, dans les usines, les ouvriers regardaient ce désastre avec amertume. PSA avait supprimé 15 200 emplois en France entre 2012 et 2014. L'usine d'Aulnay était fermée. Celle de Rennes tournait à 40% de capacité. Et pendant ce temps, 2 cousins s'étaient battus pour un titre. Un contremaître de Sochaux, interrogé par Libération en juin 2014, déclara « On a perdu nos emplois pendant qu'ils se disputaient un fauteuil. Maintenant, ils sont partis, et nous, on reste au chômage. » La phrase résuma le sentiment des 100 000 salariés français. La famille Peugeot essaya de reconstruire une unité. En juillet 2014, les 80 actionnaires familiaux se réunirent à Valentigney. Ils votèrent un nouveau pacte. Ce pacte stipulait qu'aucun membre ne pourrait vendre ses parts sans l'accord de 75% des autres. Ils tentaient de préserver ce qui restait. Mais la fracture entre les branches était irréparable. Christian Peugeot ne participa pas à la réunion de juillet. Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni non plus. Robert Peugeot envoya une lettre disant qu'il ne se sentait plus moralement lié au pacte. Sur 80 actionnaires, seuls 52 signèrent le nouveau texte. Le nom Peugeot restait sur les voitures. Mais la famille Peugeot avait perdu son entreprise. En 2021, PSA fusionna avec Fiat Chrysler Automobile pour former Stellantis, le 4e constructeur automobile mondial. La fusion fut annoncée en décembre 2019, finalisée en janvier 2021. Le siège social fut établi à Amsterdam. Le président exécutif s'appelait Carlos Tavares, un Portugais qui avait fait carrière chez Renault, puis PSA. Pour la famille Peugeot, cette fusion marqua la fin définitive de l'ère dynastique. Stellantis regroupait 14 marques. Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Jeep, Ram, Dodge, Chrysler et Abarth. Peugeot n'était plus qu'une marque parmi 14. La famille détenait 6,2% de Stellantis en 2021. Avec une capitalisation totale de 70 milliards d'euros, cela représentait 4,3 milliards. Sur le papier, les Peugeot étaient plus riches qu'en 2014. Mais ils n'avaient aucun contrôle stratégique. Leur siège au Conseil était symbolique. Les décisions se prenaient entre l'État français, Exor, la holding de la famille Agnelli, et les fonds d'investissement américains.
En 2024, Stellantis vendit 6,3 millions de véhicules dans le monde, dont 2,1 millions sous la marque Peugeot. La 208 était la voiture la plus vendue en France. La 3008 dominait le segment des SUV compacts européens. Le logo du lion ornait encore des millions de capots. Mais ce lion n'appartenait plus au Peugeot. Il appartenait à un conglomérat coté à Amsterdam, contrôlé par des investisseurs italiens, américains et français. Quand un client achetait une Peugeot 208 en 2024, il enrichissait des actionnaires dispersés sur 3 continents. À Sochaux, le musée Peugeot attire 150 000 visiteurs par an. On y voit la première voiture de 1891, les vélos du 19e siècle, les moulins à café, les outils, toute l'histoire de la dynastie. Dans une salle, on trouve les portraits des présidents du conseil. Jean-Pierre Peugeot et Thierry Peugeot sont accrochés sur des murs opposés. Christian Peugeot, lui, n'a pas de portrait. Il refusa d'en commander un. Les 3 hommes sont encore vivants en 2025. Jean-Pierre a 88 ans, Thierry a 66 ans, Christian a 77 ans. Aucun ne donne d'interview. Aucun ne parle publiquement de cette période. Lors des assemblées générales de Stellantis, ils ne se croisent plus. Leur branche familiale vote séparément. En 2023, un journaliste de l'Express contacta Christian Peugeot pour lui demander s'il regrettait quelque chose. Christian répondit par écrit « Je regrette d'avoir cru que ma famille pouvait survivre à ces divisions ». Ce fut sa seule déclaration publique en 10 ans. Clôture. Aujourd'hui, quand vous voyez une Peugeot 208 dans une rue de Paris, de Lyon ou de Marseille, vous voyez un logo qui a 214 ans. Ce lion fut dessiné en 1858 par un orfèvre de Montbéliard. Il symbolisait la robustesse des lames de scie Peugeot. Puis, il orna les vélos. Puis les voitures. Il survécut à tout. Il survécut aussi à la guerre de 2 cousins qui préférèrent le pouvoir à la pérennité. Dans les archives de Stellantis, conservées à Poissy, on trouve les procès-verbaux des conseils de surveillance entre 2011 et 2014. On y lit les votes, les abstentions, les démissions. On y lit une famille qui se déchirait pendant que l'entreprise coulait. On y lit 200 ans d'histoire qui se terminaient par un combat d'ego. En 2025, la famille Peugeot détient toujours 6,2% de Stellantis. Elle perçoit des dividendes, elle siège à des comités. Elle porte encore le nom. Mais elle ne décide plus rien. Le contrôle est parti. L'Empire est devenu un portefeuille d'actions. Le musée de Sochaux reste ouvert. Les portraits sont accrochés dans des salles séparées. Les visiteurs regardent ces visages et se demandent pourquoi des hommes qui avaient tout ont choisi de tout perdre plutôt que de s'entendre. Quelque part en ce moment, quelqu'un achète une Peugeot 208 sans savoir que 2 cousins ont détruit 200 ans d'héritage pour un fauteuil qu'aucun d'eux n'a gardé.